Il y a un moment très précis que je veux que tu visualises. Le moment où quelqu'un t'a regardé, t'a évalué, a fait un calcul rapide dans sa tête et a conclu quelque chose. Pas nécessairement avec cruauté, pas nécessairement avec malice, juste avec cette confiance tranquille et confortable de quelqu'un qui croit avoir bien lu la situation. Et ce calcul-là, il donnait quelque chose comme ça. Ce qu'il apporte, je peux le trouver ailleurs. Ce qu'il est pour moi, ce n'est pas quelque chose d'unique. C'est le genre de choses qui existent en plusieurs exemplaires remplaçables. Et ils ont agi sur la base de cette conclusion, ce qui est fascinant dans tout ça. C'est pas qu'ils aient fait ce calcul. Les êtres humains font des évaluations tout le temps. C'est inévitable. C'est même nécessaire. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ce calcul était faux et à quel point la vie allait se charger de le leur démontrer d'une façon qu'aucun discours n'aurait pu faire. Parce que voilà ce qu'ils n'avaient pas compris. Ils ne t'avaient pas vraiment vu. Ils avaient vu une présence, une disponibilité, une constance. Et parce que cette constance était devenue leur normale, ils avaient fait l'erreur très humaine de confondre ce qui est familier avec ce qui est ordinaire, ce qui est prévisible avec ce qui est commun, ce qui est toujours là avec ce qui peut facilement être remplacé par autre chose. Mais la familiarité n'est pas la preuve de l'ordinaire. C'est souvent exactement le contraire. Et aujourd'hui, on va parler de ça, de cette mécanique très précise par laquelle quelqu'un en vient à croire que tu es remplaçable. De ce qui se passe réellement quand ils essaient de te remplacer et de ce qu'ils trouvent à la place, de ce que toi tu fais pendant ce temps et pourquoi ce que tu fais pendant ce temps est infiniment plus important que ce qu'ils finissent par comprendre. Parce que voilà la vérité que cet épisode va défendre du début jusqu'à la fin. Tu n'étais pas remplaçable. Tu ne l'as jamais été. Et la preuve de ça n'a pas besoin de venir d'eux. Elle vient de toi, de ce que tu choisis de faire de cette période, de l'homme ou de la femme que tu décides de devenir pendant qu'ils sont occupés à découvrir leur erreur. Et cette version de toi qui émerge de l'autre côté de tout ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient vraiment pas calculé. Alors reste avec moi. Parce que ce qu'on va traverser ensemble aujourd'hui, ça parle pas seulement de ce qu'ils ont perdu. Ça parle de ce que toi tu es en train de gagner. Premièrement, comment l'illusion du remplaçable se forme dans leur tête. Commençons par quelque chose que la plupart des gens n'expliquent jamais vraiment clairement. Pourquoi est-ce que quelqu'un en vient à croire que tu es remplaçable? Pas de façon abstraite, mais de façon très concrète, très mécanique, parce que comprendre ce mécanisme, c'est ce qui t'empêche d'absorber leur évaluation comme une vérité permanente sur ta valeur. Et c'est ce qui te permet de voir leur erreur pour ce qu'elle était vraiment. Pas un jugement honnête sur qui tu es, mais une distorsion très spécifique produite par un phénomène très humain. Ce phénomène s'appelle la familiarité, et voilà comment il fonctionne concrètement. Quand quelque chose est constamment présent dans ta vie, ton cerveau fait quelque chose d'automatique. Il l'intègre dans le décor. Il cesse de le percevoir activement. Il le traite comme un arrière-plan plutôt que comme un premier plan. Et cette mise en arrière-plan a une conséquence très précise sur la façon dont on évalue la valeur de ce qui est là. Ce qui est en arrière-plan ne se remarque plus. Ce qui ne se remarque plus ne se mesure plus. Et ce qui ne se mesure plus finit par paraître ordinaire. Non pas parce qu'il l'est, mais parce que le processus de perception lui-même l'a rendu invisible. Laisse-moi te donner un exemple très simple pour que tu comprennes exactement ce mécanisme dans la vie de tous les jours. Pense à l'air que tu respires. Là maintenant, pendant que tu écoutes ça, tu respires. Ton corps reçoit l'oxygène dont il a besoin. Et tu n'y penses pas une seule seconde. Parce que c'est là, constant, fiable, toujours disponible. Et cette constance même fait que tu n'en mesures pas la valeur. Mais imagine une coupure d'oxygène. Même quelques secondes. Soudainement, l'air devient la chose la plus précieuse du monde. Tu n'as pas changé l'air. C'est le même air. Ce qui a changé, c'est ton accès à lui. Et c'est cette interruption de l'accès qui révèle une valeur qui était là depuis le début, mais que la constance avait rendue invisible. C'est exactement ça qui s'est passé avec toi dans cette dynamique. Tu te montrais de façon constante
avec une qualité de présence réelle, avec un investissement authentique, avec une cohérence entre ce que tu disais et ce que tu faisais. Et cette constance qui aurait dû être perçue comme une preuve de valeur a été victime de son propre succès. Elle est devenue tellement prévisible, tellement intégrée dans leur quotidien, qu'elle a cessé d'être vue comme un choix actif de ta part. Et c'est là que réside le cœur du malentendu. Parce que ce qu'ils ont cessé de voir, c'est que derrière ta constance, il y avait des choix quotidiens, des décisions répétées chaque jour de te montrer de cette façon, de maintenir ce niveau d'investissement, de rester cohérent même dans les moments où c'était difficile. Ces choix-là, ils ont disparu de leur perception. Et quand les choix disparaissent de la perception, ce qui reste, c'est juste une présence. Une présence sans contexte, sans coût, sans ce qui la rendrait irremplaçable. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait de cet échec très spécifique de la perception humaine. Cette tendance de l'esprit à cesser de voir ce qu'il a appris à attendre, à traiter le familier comme le banal. Il ne le formulait pas comme une faiblesse morale. Il le formulait comme une limitation très humaine, quelque chose dont tout le monde est capable sous certaines conditions. Et cette limitation-là, ils en ont été victimes avec toi. Mais voilà maintenant quelque chose d'important que je veux que tu comprennes vraiment. Ce mécanisme de distorsion n'est pas seulement un problème de perception. Il a une conséquence très pratique sur la façon dont les décisions sont prises. Parce que quand quelqu'un évalue quelque chose, il évalue rarement sa valeur réelle et objective. Il évalue sa valeur perçue. Et la valeur perçue est directement influencée par ce que la familiarité a fait à la perception. Pense à un bijou de famille, un objet qui a une valeur historique et sentimentale profonde. Si quelqu'un grandit avec cet objet sur la table du salon depuis toujours, il finit par ne plus vraiment le voir. Il marche à côté tous les jours sans s'arrêter. Et le jour où un visiteur entre dans la maison et dit « mais c'est extraordinaire ça », il est sincèrement surpris. Pas parce que la valeur de l'objet a changé, mais parce que ses yeux à lui avaient arrêté de voir ce que les yeux frais du visiteur voyaient clairement. Tu étais ce bijou de famille, ta valeur était réelle, elle était là, mais leurs yeux avaient arrêté de la voir parce qu'ils s'étaient trop habitués à ta présence pour vraiment l'apercevoir encore. Et voilà maintenant ce que cette compréhension change concrètement pour toi. Elle change la façon dont tu reçois leur évaluation. Parce que si tu comprends que leur conclusion de remplaçable n'était pas basée sur une évaluation honnête et lucide de ce que tu apportais vraiment, si tu comprends qu'elle était basée sur une distorsion produite par la familiarité, alors cette conclusion ne dit rien de réel sur ta valeur, elle dit quelque chose sur leurs limites perceptuelles. Elle dit quelque chose sur leur incapacité à maintenir une vision fraîche de ce qu'ils avaient. Elle dit quelque chose sur le fait qu'ils ont confondu le familier avec le commun, mais elle ne dit rien de vrai sur toi. Épictète enseignait quelque chose de fondamental sur la relation entre le jugement des autres et notre propre valeur. Il disait que les opinions des autres sur nous sont dans la catégorie des choses qui ne dépendent pas de nous. Elles appartiennent à leur monde intérieur. Elles sont filtrées par leurs biais, leurs limitations, leurs distorsions spécifiques. Et prendre leur opinion comme une vérité objective sur qui tu es, c'est donner à leur processus de perception une autorité qu'il n'a pas méritée. La seule évaluation qui compte vraiment sur ta valeur est celle que tu construis toi-même à travers ta connaissance honnête de ce que tu apportes, à travers ta compréhension de tes choix quotidiens, à travers cette relation intime et directe que tu as avec ta propre façon d'être dans le monde. Et cette évaluation-là, la familiarité ne peut pas la distordre, parce qu'elle vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Deuxièmement, ce qu'ils ont cherché ailleurs et ce qu'ils n'ont pas trouvé. Voici ce qui se passe réellement quand quelqu'un décide de te remplacer. Pas la version romantique ou dramatique, pas la version qu'on imagine dans les moments de douleur où on se dit qu'ils sont passés à autre chose sans se retourner et qu'ils sont parfaitement heureux. La version réelle, celle qui se déroule dans les détails ordinaires et concrets de leur quotidien après ton départ. Ils cherchent, pas nécessairement de façon consciente et méthodique, pas avec une liste de critères en tête, mais ils cherchent dans de nouvelles connexions,
dans de nouvelles dynamiques, dans de nouvelles personnes qui semblent prometteuses. Et cette recherche-là, elle est animée par une conviction très précise. La conviction que ce qu'ils ont décidé de laisser derrière eux peut être retrouvé facilement ailleurs, sous une forme équivalente ou meilleure. Et c'est là que la réalité commence à corriger leur évaluation, parce que voilà quelque chose de fondamental sur la nature de ce que tu apportais vraiment. Et je vais être très précis ici parce que c'est le cœur de tout ce qu'on va dire dans cette section. T'étais pas un rôle, t'étais une personne. Et la différence entre ces deux choses est immense. Un rôle, ça se remplace. Si quelqu'un cherche un partenaire qui cuisine bien, il peut en trouver un autre. Si quelqu'un cherche quelqu'un de drôle, il peut en trouver un autre. Si quelqu'un cherche de la stabilité ou de la présence ou de la loyauté en tant que concepts généraux, il peut trouver d'autres personnes qui possèdent ces qualités à des degrés variables. Mais ce que toi tu apportais, c'était pas une liste de qualités génériques. C'était la combinaison unique et non reproductible de tout ce que tu es, ton histoire spécifique, ta façon particulière de voir les choses, ta manière précise d'être présent, tes références, ta façon d'écouter, ta façon de réagir dans les moments difficiles. Tout ça ensemble formait quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs parce que ça ne peut exister que chez toi. Et c'est exactement ce qu'ils ont découvert en cherchant. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour illustrer cette différence entre remplacer un rôle et remplacer une personne. Imagine un musicien de jazz qui joue depuis des années dans un groupe. Il y a une chimie particulière dans ce groupe. Une façon de communiquer musicalement qui s'est construite sur des années de pratique ensemble. Sur des milliers d'heures partagées, sur une connaissance mutuelle profonde de comment chacun pense la musique. Et puis, ce musicien part, le groupe décide de le remplacer, il trouve quelqu'un d'autre. Techniquement excellent, peut-être même objectivement meilleur sur certains aspects mesurables, mais quelque chose ne se reproduit pas. Quelque chose dans la chimie du groupe a changé. Pas parce que le nouveau musicien est insuffisant, mais parce que ce qui existait avant n'était pas seulement une compétence. C'était une relation spécifique construite dans le temps entre des personnes spécifiques. Et cette relation-là ne se transfère pas à un remplaçant. Elle n'existe plus. Et le groupe le ressent, même si personne ne peut vraiment l'articuler clairement. C'est exactement ça ce qu'ils vivent. Ils trouvent des gens bien peut-être, des gens avec des qualités réelles, mais quelque chose ne correspond pas. Quelque chose dans ce que la nouvelle connexion produit en eux ne ressemble pas à ce qu'ils avaient avec toi. Pas parce que la nouvelle personne est mauvaise, mais parce que ce qu'ils cherchent n'est pas une catégorie de choses qu'on peut trouver chez n'importe qui. C'est quelque chose de spécifique, de particulier, de toi. Épictète faisait une distinction très précise entre le général et le particulier, entre la catégorie et l'instance spécifique de cette catégorie. Et cette distinction-là, elle s'applique parfaitement à ce dont on parle. Ce qu'il pensait remplacer, c'était une catégorie, un partenaire loyal, une personne stable, quelqu'un de présent. Ces catégories existent en plusieurs exemplaires dans le monde. Mais ce qu'ils ont réellement perdu, c'était le particulier. Toi, en tant qu'instance unique et non reproductible de tout ce qu'une personne peut être, et le particulier ne se retrouve pas dans une autre instance de la même catégorie. Jamais. Et voilà comment cette réalisation arrive pour eux dans leur quotidien. Pas avec un grand moment de révélation dramatique, pas avec une confrontation émotionnelle où ils admettent soudainement leur erreur, mais dans des moments très petits et très ordinaires. Dans une conversation avec quelqu'un de nouveau qui manque de cette profondeur particulière qu'ils avaient avec toi, dans un moment de difficulté où ils cherchent instinctivement une réaction qui ne vient pas de la même façon, dans une blague qui n'atterrit pas de la même manière, dans un silence qui se sent différent, dans cette sensation difficile à nommer de quelque chose qui manque sans qu'on puisse exactement dire quoi. Ces moments s'accumulent, et progressivement quelque chose commence à se former dans leur conscience. Pas nécessairement une pensée articulée, mais un sentiment. Le sentiment que ce qu'ils cherchaient n'est pas là, et que peut-être ce qu'ils cherchaient ne sera jamais là parce que ce qu'ils cherchaient n'était pas une catégorie de choses. C'était une personne spécifique, une personne qu'ils ont choisi de laisser partir.
Maintenant, voilà quelque chose d'important sur la façon dont cette découverte se produit dans le temps. Elle n'arrive pas immédiatement. Souvent, les premières semaines ou les premiers mois sont encore dans l'élan de la décision initiale, dans la nouveauté de ce qu'ils ont choisi, dans l'excitation de quelque chose de différent. Et pendant cette période, il peut sembler de l'extérieur qu'ils vont parfaitement bien, qu'ils ont avancé sans difficulté, que leur calcul était juste, mais le temps fait quelque chose de très précis avec cette illusion. Il la dissout parce que la nouveauté a une durée de vie limitée. L'excitation du changement finit toujours par se stabiliser. Et quand elle se stabilise, ce qui reste, c'est la réalité nue de ce qu'on a. Et cette réalité commence à se comparer. Pas nécessairement de façon délibérée, mais automatiquement, naturellement, comme le cerveau compare toujours l'expérience présente aux expériences passées pour évaluer où il en est. Et dans ces comparaisons silencieuses, tu ressors d'une façon qu'ils n'avaient pas anticipée. Non pas comme quelqu'un qu'ils ont quitté, mais comme une référence. Un étalon invisible contre lequel tout ce qui vient après est mesuré. Et cet étalon-là, il est difficile à égaler parce qu'il n'a pas été construit en quelques semaines. Il a été construit sur du temps, sur des expériences partagées, sur une connaissance mutuelle qui ne se reconstruit pas rapidement avec quelqu'un de nouveau. Et c'est là que leur évaluation de remplaçable commence à se révéler pour ce qu'elle était toujours. Une erreur, pas une vérité sur toi. Une erreur sur leur capacité à voir clairement ce qu'ils avaient. Troisièmement, pourquoi ton rétablissement ne peut pas dépendre de leur reconnaissance? On arrive maintenant à quelque chose de crucial. Et je vais être direct parce que c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Celle qui fait la différence entre quelqu'un qui traverse vraiment cette période et quelqu'un qui reste coincé dedans sans vraiment s'en rendre compte. Il y a une tentation très forte après avoir été sous-estimé, une tentation qui se déguise en motivation, qui ressemble à de la force, qui donne l'impression d'avoir un but clair et une direction précise. Cette tentation, c'est de construire ton rétablissement autour d'un objectif très précis, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils comprennent enfin ce qu'ils avaient, que la reconnaissance arrive, que quelqu'un quelque part dise finalement j'avais tort sur toi. Et dans cette image mentale, tu travailles, tu te construis, tu avances, mais tout ça est organisé autour d'un point central qui ne t'appartient pas. Leur regard, leur évaluation, leur moment de réalisation. Et voilà le problème avec ça. Un problème qui est invisible quand on est dedans, mais qui devient très clair quand on le voit de l'extérieur. Si leur reconnaissance est le but de ton travail, si l'image d'eux comprenant enfin ce qu'ils ont perdu est le moteur qui alimente ta croissance, alors tu n'as pas vraiment changé de dynamique. Tu es encore organisé autour d'eux, tu es encore dépendant de leur évaluation, tu as juste déplacé le type d'évaluation que tu attends, d'une évaluation négative à une évaluation positive, mais l'autorité sur ta valeur est toujours entre leurs mains. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour que tu comprennes exactement ce piège dans la réalité. Imagine quelqu'un qui a été licencié par une entreprise qui ne reconnaissait pas son travail et qui décide après ce licenciement de se construire professionnellement. Il développe ses compétences, il travaille sur ses projets, il avance, mais chaque matin quand il se réveille, la question silencieuse dans sa tête c'est « Est-ce qu'il voit maintenant ce que je vaux ? Est-ce que mon ancien manager entend parler de ce que je fais ? Est-ce que ceux qui m'ont sous-estimé réalisent leur erreur ? » Cette personne avance. Mais elle avance en regardant constamment dans le rétroviseur. Et cette façon d'avancer a deux problèmes très précis. Le premier, c'est que elle n'avance pas vraiment pour elle-même. Elle avance pour produire un effet sur une audience spécifique. Et quand cette audience ne réagit pas comme espéré, quand la reconnaissance ne vient pas au moment attendu ou sous la forme attendue, quelque chose dans la motivation s'effondre. Parce que la motivation était construite sur quelque chose d'extérieur et d'incontrôlable. Le deuxième problème, c'est encore plus subtil et encore plus important. Cette personne ne peut jamais vraiment arriver quelque part de nouveau, parce qu'elle est toujours définie par rapport à son point de départ, par rapport à ceux qui l'ont sous-estimé, par rapport à cette dynamique passée, et être définie par rapport au passé, c'est ne jamais vraiment entrer dans le présent. Marc Aurèle, dans ses méditations, illustre parfaitement l'alternative à ça. Il gouvernait l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Il était observé par des millions de personnes, évalué par des sénateurs, des généraux, des historiens,
Et pourtant, sa pratique quotidienne n'était pas organisée autour de l'approbation de ces personnes. Elle était organisée autour d'une question entièrement intérieure et entièrement privée. Est-ce que mes choix aujourd'hui reflètent l'homme que j'ai décidé d'être? Pas est-ce que Rome me reconnaît? Pas est-ce que ceux qui doutaient de moi voient maintenant ce que je vaux? Juste cette question simple et profonde sur la cohérence entre ses valeurs et ses actions. Et cette question répondue honnêtement et mise en acte de façon constante était suffisante. Elle n'avait pas besoin de validation extérieure pour rester significative. Et c'est exactement ce standard-là que tu dois apporter à ta propre période de reconstruction. Mais je veux aller encore plus loin parce qu'il y a quelque chose de très pratique dans tout ça que je veux que tu comprennes clairement. Le fait de construire ton rétablissement autour de leur reconnaissance éventuelle ne te protège pas seulement contre une croissance authentique. Il te maintient dans une vulnérabilité très précise. Parce que si tu attends leur reconnaissance et qu'elle vient, quelque chose de dangereux peut se produire. Le retour de cette reconnaissance peut restaurer la dynamique précédente, peut te faire revenir à un endroit qui ressemblait à de la connexion, mais qui était en réalité de la dépendance à leur évaluation, et si leur reconnaissance ne vient pas, ou si elle ne vient pas de la façon dont tu l'espérais, ou si elle arrive mais sans le poids émotionnel que tu attendais. Alors tout le travail que tu as fait semble soudainement vide, parce qu'il était orienté vers un résultat que tu ne contrôlais pas. Dans les deux cas, tu perds. Pense à un athlète qui s'entraîne pendant des mois pour une compétition spécifique. Tout son travail est orienté vers ce seul événement. Et si la compétition est annulée, si les résultats ne correspondent pas à ses attentes, si la reconnaissance espérée ne vient pas, quelque chose dans sa motivation s'effondre parce que le travail n'avait pas de valeur en lui-même, il avait de valeur que dans la perspective de ce résultat externe. Maintenant, compare ça à un athlète qui s'entraîne parce qu'il aime profondément ce qu'il fait, parce que chaque séance d'entraînement le construit d'une façon qui lui appartient entièrement, parce que le processus lui-même a de la valeur indépendamment du résultat. Cet athlète-là, il continue même quand les compétitions sont annulées, même quand la reconnaissance ne vient pas, parce que ce qu'il construit n'a pas besoin de validation extérieure pour avoir du sens. C'est la différence entre un rétablissement orienté vers leur regard et un rétablissement orienté vers toi-même. Et voilà ce que cette orientation vers toi-même produit de très concret dans la réalité. Elle produit une constance qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu continues à avancer les jours où tu espères leur reconnaissance. Et tu continues à avancer les jours où tu n'y penses plus du tout. Parce que la raison d'avancer est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et c'est cette constance-là qui finit par produire quelque chose d'irréversible, une connaissance profonde et vécue de ta propre valeur. Pas une valeur que quelqu'un t'a confirmée, pas une valeur que tu as déduite de la façon dont les autres te traitent, mais une valeur que tu as habitée, que tu as vécue dans tes choix quotidiens, que tu as construite de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand cette reconnaissance intérieure est en place, quand tu arrives à un endroit où tu sais ce que tu vaux parce que tu l'as vérifié dans ta propre expérience quotidienne, quelque chose de très intéressant se produit avec leur reconnaissance éventuelle. Elle cesse d'être un sauvetage, elle devient une confirmation agréable de quelque chose que tu savais déjà. Et la différence entre recevoir une confirmation et recevoir un sauvetage, c'est toute la différence du monde dans la façon dont tu te tiens dans ta propre vie. Quatrièmement, ce qu'est vraiment l'irremplaçabilité authentique. On arrive au cœur de tout ce qu'on a construit depuis le début, et je veux commencer par démolir quelque chose. Une idée reçue sur l'irremplaçabilité qui est tellement répandue qu'elle finit par fausser complètement la façon dont les gens comprennent leur propre valeur. Cette idée reçue, c'est celle-ci. Être irremplaçable, c'est être le meilleur dans quelque chose. C'est surpasser les autres dans des dimensions mesurables et comparables. C'est avoir des qualités tellement rares et tellement supérieures que personne d'autre ne peut prétendre les égaler. Et si on part de cette définition-là, alors l'irremplaçabilité devient quelque chose de fragile, quelque chose de constamment menacé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui est plus drôle, plus beau, plus intelligent, plus accompli. Il y a toujours une meilleure comparaison disponible. Et une valeur construite sur la comparaison est toujours à une meilleure comparaison de s'effondrer. Mais c'est pas ça, l'irremplaçabilité authentique. Pas du tout. L'irremplaçabilité authentique n'est pas comparative. Elle est existentielle.
Et laisse-moi t'expliquer cette distinction de façon très concrète parce qu'elle change tout dans la façon dont tu comprends ce qui te rend unique. La comparaison dit « je suis meilleur que quelqu'un d'autre » dans cette dimension spécifique. Et cette affirmation-là, elle peut toujours être contestée. Elle peut toujours être renversée par une nouvelle comparaison. Elle est fondamentalement instable. L'existentiel dit quelque chose de complètement différent. Il dit simplement « je suis la seule personne qui est moi » et cette affirmation-là, elle est irréfutable, elle ne peut pas être contestée. Elle ne peut pas être renversée parce qu'elle ne dépend d'aucune comparaison. Elle dépend uniquement du fait simple et incontestable que tu existes en tant que toi. Et personne d'autre ne peut prétendre à ça. Pense à quelque chose que tout le monde comprend intuitivement, mais que peu de gens appliquent vraiment à leur propre valeur. 2 tableaux peuvent représenter le même sujet, le même paysage, la même scène, peint avec les mêmes couleurs, dans le même style. Et pourtant, si l'un a été peint par Monet et l'autre par un artiste inconnu, leur valeur est radicalement différente. Pas parce que le tableau de Monet est objectivement plus beau dans toutes les dimensions mesurables, mais parce que ce qui lui donne sa valeur, c'est pas ses caractéristiques abstraites, c'est le fait qu'il porte en lui quelque chose d'unique, une façon de voir spécifique, une histoire particulière, une présence singulière qui ne peut pas être dupliquée, peu importe la qualité de l'imitation. Tu es ce tableau original. Et voilà maintenant ce que ça signifie concrètement dans la réalité de ta vie et de tes relations. Ton irremplaçabilité ne vient pas du fait que tu es le plus drôle ou le plus attentionné ou le plus stable ou le plus ambitieux de façon générique et abstraite. Elle vient du fait que tu es la seule personne qui possède ton histoire spécifique, tes expériences particulières, ta façon précise de traiter les informations et les émotions, tes références culturelles, ta façon d'écouter, ta façon de répondre aux moments de crise, la façon dont tu formules les choses, la façon dont tu perçois les autres. Toutes ces choses ensemble, dans cette combinaison précise, elles ne se trouvent nulle part ailleurs, parce qu'elles ne peuvent exister que chez la personne spécifique qui les a construites à travers sa vie spécifique. Sénèque écrivait sur l'homme de caractère authentique comme étant différent de tous les autres, non pas parce qu'il se rendait artificiellement distinct, non pas parce qu'il cherchait à se démarquer de façon calculée et stratégique, mais parce qu'il avait eu la discipline et l'honnêteté de devenir pleinement lui-même, d'habiter sa propre façon d'être avec assez de profondeur et de constance pour que quelque chose de vraiment singulier émerge naturellement. Et c'est là que réside la clé de tout ça. L'irremplaçabilité authentique ne se construit pas en cherchant à être unique. Elle se construit en cherchant à être honnêtement et profondément toi-même. Et paradoxalement, c'est précisément cette honnêteté et cette profondeur qui produisent quelque chose d'unique, pas comme un objectif qu'on vise, mais comme une conséquence naturelle du travail quotidien, de se connaître et de vivre en accord avec cette connaissance. Laisse-moi te donner un exemple très parlant du quotidien pour illustrer ça. Pense à 2 personnes qui travaillent dans le même métier. Disons 2 cuisiniers. L'un passe son temps à observer ce que font les autres cuisiniers célèbres, à copier leurs techniques, à reproduire leurs plats signature, à se comparer constamment pour s'assurer qu'il est à la hauteur ou au-dessus. Son travail est techniquement compétent, parfois même impressionnant, mais il manque quelque chose. L'autre cuisinier fait quelque chose de différent. Il apprend les fondamentaux avec sérieux, il développe une compréhension profonde de son art. Mais surtout, il cuisinait avec une honnêteté totale, sur ce qu'il aime vraiment, sur ce qui l'inspire vraiment, sur sa façon personnelle de voir la nourriture et ce qu'elle peut faire pour les gens. Et cette honnêteté l'a produit quelque chose qu'on ne trouve pas dans les copies, une signature culinaire qui lui appartient entièrement. Et les gens qui mangent chez lui le savent. Même sans pouvoir l'articuler clairement, ils sentent que quelque chose est différent, pas nécessairement meilleur dans une comparaison abstraite, mais réel, particulier, impossible à trouver ailleurs, exactement de cette façon. C'est ça l'irremplaçabilité authentique appliquée à qui tu es dans tes relations et dans ta vie. Et voilà maintenant quelque chose de fondamental sur comment elle se développe ou se perd. Elle se développe dans les moments où tu choisis
d'être honnêtement toi-même plutôt que de te conformer à ce que tu penses que les autres veulent voir. Dans les moments où tu maintiens tes standards, même quand la pression pousse dans une autre direction, dans les moments où tu choisis la profondeur plutôt que la performance, l'authenticité plutôt que l'optimisation. Et elle se perd dans les moments où tu commences à te réduire pour être mieux accepté, où tu adaptes qui tu es en fonction de ce que tu penses que l'autre évalue, où tu te rends artificiellement disponible pour compenser une insécurité, où tu deviens une version aplanie de toi-même pour éviter les frictions. Parce que l'irremplaçabilité authentique demande quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile. Elle demande d'être suffisamment ancré en soi-même pour ne pas se dissoudre dans le regard des autres, pour ne pas se laisser remodeler par leurs attentes, pour rester reconnaissablement toi-même même dans les dynamiques qui poussent vers la conformité. Et voilà ce que ça produit très concrètement dans tes relations. Quand tu es vraiment ancré dans qui tu es, quand tu n'as pas besoin de performer une version optimisée de toi-même pour avoir de la valeur, les gens autour de toi ne sont pas juste en contact avec une présence agréable. Ils sont en contact avec quelque chose de rare. Quelqu'un qui sait qui il est, qui vit en accord avec cette connaissance et qui n'a pas besoin de leur validation pour maintenir cet ancrage. Et cette qualité-là, elle se ressent, même sans pouvoir la nommer, même sans la comprendre intellectuellement. Les gens la sentent dans la façon dont tu te tiens dans une conversation, dans la façon dont tu réagis sous pression, dans la façon dont tu peux être en désaccord sans t'effondrer, dans cette stabilité particulière de quelqu'un qui n'est pas en train de chercher quelque chose dans l'interaction parce qu'il a déjà quelque chose à l'intérieur. Et c'est précisément ça qui est impossible à reproduire chez quelqu'un d'autre. Pas tes qualités en tant que liste abstraite, mais toi en tant que personne spécifique vivant ces qualités d'une façon qui n'appartient qu'à toi. Cinquièmement, le vrai coût de cette dynamique et pourquoi tu ne peux plus te permettre de l'ignorer. On va parler maintenant de quelque chose que la plupart des gens évitent soigneusement de regarder en face. Pas parce qu'ils savent pas que c'est là, mais parce que le regarder vraiment demande une honnêteté sur soi-même qui est inconfortable. Une honnêteté qui oblige à admettre que pendant une certaine période de sa vie, on a accepté quelque chose qu'on n'aurait pas dû accepter. Et cette admission-là, elle peut faire mal d'une façon particulière. Mais c'est précisément cette honnêteté qui empêche de payer le même coût dans la prochaine connexion. Alors on va aller là. Le coût réel d'avoir été traité comme remplaçable, et je veux être très précis sur ce que je veux dire par coût, parce que la plupart des gens, quand ils pensent au coût de cette dynamique, ils pensent à la douleur émotionnelle, à la blessure de s'être senti sous-estimé, à l'humiliation silencieuse d'avoir donné quelque chose de réel à quelqu'un qui ne le mesurait pas à sa juste valeur. Et cette douleur-là, elle est réelle, elle compte. Mais c'est pas le coût le plus important dont je veux parler. Le coût le plus important, c'est ce que cette dynamique a fait à ton énergie, à ton temps, à ta bande passante mentale et créative, et à tout ce que ces ressources auraient pu construire si elles avaient été déployées différemment. Laisse-moi t'expliquer ça de façon très concrète. Quand tu étais dans une dynamique où tu étais traité comme optionnel, où ta valeur était constamment sous-évaluée, où tu devais en permanence justifier ta présence ou compenser un déficit de reconnaissance. Quelque chose de très précis se passait avec ton énergie, elle était consommée, pas de façon productive, pas de façon qui te construisait, mais de façon réactive, de façon défensive, de façon à gérer quelque chose qui ne méritait pas d'être géré. Pense à ça avec un exemple très simple et très parlant. Imagine quelqu'un qui a une voiture de qualité, un moteur puissant, un potentiel réel. Mais il passe ses journées à conduire dans les embouteillages, à freiner, à accélérer, à freiner à nouveau, à manœuvrer dans des espaces étroits. Le moteur tourne, l'essence se consomme, mais la voiture n'avance pas vraiment. Elle dépense son énergie sans avancer dans aucune direction significative. Maintenant, imagine cette même voiture sur une route dégagée, avec de l'espace, avec une direction claire, le même moteur, la même essence, mais là, elle peut aller quelque part. Elle peut exprimer ce qu'elle est capable de faire vraiment. Tu étais cette voiture dans les embouteillages, ton énergie se dépensait à gérer une dynamique qui ne t'allait pas, à analyser des comportements qui auraient dû être prévisibles et acceptables, à te demander pourquoi
ta contribution n'était pas vraiment vue, à compenser le déficit de réciprocité, à maintenir quelque chose qui se défaisait constamment parce qu'une seule des deux parties investissait vraiment. Et tout ça consommait quelque chose de précieux. Sénèque avait une façon de parler de ça qui est restée dans ma tête depuis la première fois que je l'ai lu. Il disait que l'homme qui laisse son attention et son énergie être consommés par des choses qui ne les méritent pas, ne gaspille pas seulement du temps. Il gaspille la substance irremplaçable de sa propre vie. Et cette phrase-là, elle a une signification très concrète quand on la traduit dans la réalité quotidienne. Chaque heure que tu passais à t'inquiéter de leur évaluation était une heure que tu ne passais pas sur quelque chose qui t'appartient vraiment, un projet qui te tient à cœur, une compétence que tu voulais développer, une relation qui méritait cet investissement, une version de toi-même que tu aurais pu être en train de construire. Chaque énergie mentale consommée à analyser pourquoi tu n'étais pas reconnu à ta juste valeur était de l'énergie qui ne construisait rien, qui ne t'amenait nulle part, qui tournait en rond dans un circuit fermé sans sortie productive. Et le coût cumulatif de tout ça sur une période de temps significative est immense. Pas de façon visible ou dramatique, mais de façon très réelle et très mesurable si on prend le temps de faire honnêtement les comptes. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses maintenant. Faire les comptes honnêtement. Pas pour te punir, pas pour t'enfoncer dans le regret, mais pour avoir une vision suffisamment claire de ce que cette dynamique t'a vraiment coûté pour que tu ne te permettes plus jamais de payer ce prix à nouveau. Laisse-moi te guider à travers cet exercice de façon très pratique. Pense à la période où tu étais dans cette dynamique. Pas au moment agréable, mais au moment ordinaire, au jour typique. Et demande-toi honnêtement où allait ton énergie mentale dans ces jours-là. Est-ce que tu passais du temps à te demander pourquoi tu n'étais pas traité différemment? Est-ce que tu construisais des argumentations dans ta tête pour justifier ta valeur? Est-ce que tu adaptais ton comportement pour tenter d'obtenir une reconnaissance qui ne venait pas naturellement? Est-ce que tu t'analysais toi-même en cherchant ce que tu faisais de travers plutôt que de reconnaître clairement ce qui n'allait pas dans la dynamique? Toute cette énergie mentale, toutes ces heures, tout ce carburant cognitif et émotionnel, qu'est-ce qu'il aurait pu construire s'il avait été déployé différemment? Et voilà maintenant quelque chose d'encore plus subtil sur ce coup que je veux que tu vois clairement. La dynamique ne t'a pas seulement pris de l'énergie directement, elle a fait quelque chose de plus insidieux. Elle a courbé ta trajectoire, elle a orienté ton développement autour d'une connexion qui ne le méritait pas. Et cette courbure-là a un coût qui est difficile à mesurer précisément parce qu'il se manifeste dans ce qui ne s'est pas produit, dans les projets que tu n'as pas lancés, dans les compétences que tu n'as pas développées, dans les connexions que tu n'as pas construites, dans la version de toi-même que tu n'as pas encore complètement rencontrée parce que trop de ressources allaient ailleurs. Et je veux que tu comprennes que reconnaître ce coup, honnêtement, c'est pas de la victimisation, c'est de la lucidité. C'est le genre de lucidité qui produit la motivation la plus authentique et la plus durable pour changer quelque chose. Pas la motivation qui vient de la colère. La colère s'épuise. Pas la motivation qui vient de l'envie de leur prouver quelque chose. Cette motivation dépend toujours de leur regard et donc reste fragile. Mais la motivation qui vient de la reconnaissance claire et honnête que ta vie vaut infiniment plus que ce qu'elle était en train de faire. Cette motivation-là, elle est solide. Elle ne dépend de personne et elle dure. Et c'est précisément ce que cette honnêteté sur le coup produit, non pas de l'amertume, mais de la clarté. La clarté de quelqu'un qui a regardé honnêtement ce qu'une mauvaise dynamique lui a coûté et qui a décidé à partir de cette clarté, là que plus jamais, non pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il sait maintenant, avec une précision qu'il n'avait pas avant, exactement ce que son énergie vaut et exactement ce qu'elle mérite. Et cette connaissance-là change la façon dont tu entres dans chaque connexion future. Tu ne donnes plus par défaut en espérant que ça sera valorisé. Tu donnes de façon délibérée à des endroits et à des personnes qui comprennent ce qu'ils reçoivent, et tu te retires avec la même délibération quand ce n'est pas le cas. Pas avec de la dureté, pas avec de la méfiance systématique, mais avec la clarté tranquille de quelqu'un qui a fait les comptes honnêtement et qui a décidé que sa vie mérite mieux. Sixièmement, s'ils reviennent ce que ça signifie vraiment et comment répondre depuis un endroit ancré, on arrive maintenant à quelque chose que beaucoup de gens gèrent mal. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils n'ont pas fait le travail, mais parce que ce moment-là, il vient souvent par surprise. À un moment où on ne l'attend pas vraiment,
Et il active quelque chose de très précis dans le système émotionnel de quelqu'un qui a été sous-estimé le moment où ils reviennent. Et avant d'aller plus loin, je veux poser quelque chose clairement, parce que beaucoup de contenu sur ce sujet traite ce moment de façon simpliste, soit comme une victoire à savourer, soit comme un piège à éviter à tout prix. Et ces deux approches-là manquent quelque chose d'important. La réalité de ce moment est plus nuancée, et cette nuance mérite d'être comprise vraiment. Alors commençons par la question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Et la réponse à cette question est plus complexe qu'elle n'y paraît. Parce qu'il n'y a pas un seul type de retour, il y en a deux. Et ces deux types de retours sont fondamentalement différents dans ce qu'ils signifient et dans ce qu'ils méritent comme réponse. Le premier type de retour vient du malaise, de l'inconfort de s'être trompé, du fait que ce qu'ils cherchaient ailleurs ne s'est pas révélé aussi disponible ou aussi satisfaisant qu'ils l'espéraient, de la découverte progressive que quelque chose manque dans leur vie depuis que tu n'y es plus, et de l'impulsion naturelle de restaurer ce qui a été perdu pour faire cesser cet inconfort. Ce type de retour-là, il peut ressembler à de la reconnaissance, il peut s'habiller avec les bons mots, il peut venir avec des excuses qui semblent sincères, mais au fond, il est animé par quelque chose de très précis, le désir de restaurer un confort perdu. Pas nécessairement une compréhension réelle et transformée de ce qu'ils avaient sous-estimé. Le deuxième type de retour est différent. Il vient d'un endroit de reconnaissance authentique, d'une prise de conscience réelle de ce qu'ils avaient, d'une réflexion honnête sur ce qui les a amenés à sous-estimer quelque chose qui méritait d'être valorisé, et d'un changement intérieur réel. Pas parfait, pas complet nécessairement, mais suffisamment substantiel pour que ce qu'ils offrent maintenant soit différent de ce qu'ils offraient avant. Et voilà la question cruciale que tu dois pouvoir poser face à leur retour. Non pas est-ce qu'ils sont revenus, mais ce qu'ils offrent maintenant reflète-t-il un changement authentique dans la façon dont ils voient ce qu'ils avaient écarté? Laisse-moi te donner un exemple très concret pour que tu comprennes comment distinguer ces deux types de retours dans la réalité. Imagine quelqu'un qui a travaillé pendant des années dans une association caritative. Il donnait de son temps, de son énergie, de ses compétences. Et la direction de cette association ne reconnaissait pas vraiment sa contribution, le traitait comme interchangeable. Un jour, il part, quelques mois plus tard, la direction le recontacte. L'association a des difficultés depuis son départ. Ils ont besoin de lui. Maintenant, il y a deux versions de ce retour. Dans la première version, la direction lui dit qu'il leur manque, qu'ils ont réalisé l'importance de sa contribution. Mais dans les conversations qui suivent, rien n'a vraiment changé dans leur façon de fonctionner. Les mêmes dynamiques sont présentes, les mêmes façons de gérer les contributions, la même incapacité structurelle à vraiment valoriser ce que les gens apportent. Ils veulent le retrouver parce qu'ils ont besoin de combler un vide, pas parce qu'ils ont transformé quelque chose dans leur façon de voir. Dans la deuxième version, la direction revient avec quelque chose de substantiellement différent. Ils ont réfléchi, ils ont identifié des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils proposent quelque chose de concret qui montre qu'ils ont compris. Pas seulement qu'ils ont besoin de lui, mais pourquoi ce qu'il apportait avait de la valeur et comment ils comptent honorer cette valeur différemment. Le premier retour mérite une réponse prudente depuis un endroit de clarté. Le deuxième mérite d'être accueilli avec une ouverture réelle. Et la différence entre les deux se voit dans les détails. Pas dans les grands discours, pas dans les déclarations d'intention, mais dans les choses concrètes et observables, dans la façon dont ils parlent de ce qui s'est passé, dans leur capacité à nommer honnêtement leur part, sans chercher à équilibrer avec tes torts supposés, dans ce qu'ils proposent concrètement plutôt que dans ce qu'ils promettent abstractement. Et voilà maintenant la partie la plus importante de cette section. Comment toi tu te positionnes face à leur retour. Parce que ta réponse à ce moment-là va dépendre entièrement de quelque chose. D'où tu en es vraiment à l'intérieur. L'homme ou la femme qui a fait le vrai travail durant cette période, qui a vraiment reconstruit son sens de sa propre valeur sur une base intérieure, qui est vraiment arrivé à un endroit où leur évaluation n'est plus la variable principale de son sentiment de lui-même. Cet homme ou cette femme ne réagit pas à leur retour comme réagit quelqu'un qui attendait. Et voilà comment ça se voit très concrètement. Si tu attendais leur retour, quelque chose en toi se soulage
quand il arrive. Le flot de ce soulagement restaure automatiquement une dynamique de dépendance. Tu deviens à nouveau organisé autour d'eux, autour de leur présence, autour de leur évaluation, parce que leur retour confirme quelque chose que tu avais besoin qu'ils confirment. Mais si tu as vraiment fait le travail, si tu es vraiment arrivé à un endroit de clarté sur ta propre valeur, leur retour produit quelque chose de très différent en toi. Pas du soulagement, pas de l'euphorie, pas ce sentiment de victoire qui restaure l'ancienne dynamique, mais quelque chose de beaucoup plus tranquille et beaucoup plus solide, de la clarté. La clarté de quelqu'un qui peut évaluer ce moment sans en avoir besoin, qui peut regarder ce qu'ils offrent vraiment sans être aveuglé par l'espoir que leur retour symbolise, qui peut poser la bonne question depuis un endroit ancré plutôt que depuis un endroit de manque. Pense à la différence entre deux personnes qui reçoivent une offre d'emploi après une période de chômage. La première est dans une situation financière précaire. Elle a désespérément besoin de ce travail. Et quand l'offre arrive, elle saisit quelque chose. Pas nécessairement le bon travail, pas nécessairement les bonnes conditions, mais une sortie immédiate de l'inconfort. Et cette urgence-là compromet sa capacité à évaluer si c'est vraiment une bonne opportunité. La deuxième a utilisé cette période pour construire quelque chose. Elle a développé des compétences, elle a des économies, elle a plusieurs options en cours. Et quand l'offre arrive, elle peut l'évaluer vraiment, avec des critères clairs, depuis un endroit de choix, plutôt que de nécessité. Et si cette offre ne correspond pas à ce qu'elle vaut, elle peut la décliner sans que ça soit une catastrophe. Ta position face à leur retour dépend de quel type de personne tu es devenu pendant leur absence. Et voilà ce que je veux que tu comprennes clairement sur les nouvelles bases dont cette situation a besoin. Si leur retour authentique, si ce qu'ils offrent reflète un changement réel, alors ce qui peut se construire à partir de là est différent de ce qui existait avant. Pas une restauration de l'ancienne dynamique, mais quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur une compréhension différente et plus honnête de ce que tu apportes et de ce que ça mérite. Et si leur retour n'est pas authentique, si ce qu'ils offrent ressemble à une tentative de restaurer le confort perdu sans avoir vraiment changé quelque chose dans leur façon de voir, alors tu as quelque chose de précieux que tu n'avais peut-être pas avant. La clarté et l'ancrage suffisants pour le voir clairement et pour choisir en conséquence. Septièmement, ce que tu construis pendant qu'ils découvrent leur erreur. On arrive à la dernière partie de ce qu'on a traversé ensemble aujourd'hui, et je veux commencer par quelque chose qui va peut-être te surprendre, parce que ça va à l'encontre de ce que beaucoup de contenu sur ce sujet te dirait à ce stade. Ce que tu construis pendant qu'ils découvrent leur erreur. C'est pas quelque chose que tu construis pour leur montrer. C'est pas quelque chose que tu construis pour valider rétrospectivement ta valeur à leurs yeux. C'est pas même quelque chose que tu construis pour prouver que leur évaluation était fausse. C'est quelque chose que tu construis parce que c'est la seule façon honnête et authentique de traverser cette période, et parce que ce que tu construis pendant cette période va changer fondamentalement qui tu es dans chaque connexion future, d'une façon qui ne peut pas être simulée, d'une façon qui ne peut pas être accélérée, d'une façon qui ne peut venir que de l'expérience spécifique et exigeante d'avoir traversé ça vraiment. Alors parlons de ce que ce travail ressemble vraiment dans la réalité quotidienne. Pas la version idéalisée, pas la version glamour où quelqu'un se transforme spectaculairement en quelques semaines, la version réelle, celle qui est souvent peu glorieuse, souvent imparfaite, souvent invisible de l'extérieur, parce que voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur la vraie croissance. Elle se passe dans les petits moments, dans les décisions ordinaires et répétées de chaque jour, pas dans les grandes résolutions, pas dans les moments de motivation intense qui durent quelques jours avant de s'estomper, mais dans ces choix quotidiens peu spectaculaires de continuer à se montrer pour soi-même un jour après l'autre, même les jours où ça ne semble pas avoir d'importance, même les jours où personne ne le voit. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour illustrer ce que ce travail quotidien ressemble dans la réalité. Imagine quelqu'un qui décide de courir un marathon. Il s'inscrit, il a sa motivation initiale, et puis viennent les entraînements, les matins gris où il n'a pas envie de sortir, les semaines où les progrès semblent inexistants, les jours où il est fatigué et où la motivation du début s'est dissipée depuis longtemps. Et pourtant il sort.
Pas parce qu'il est inspiré ce matin-là, pas parce que quelqu'un le regarde, pas parce que la progression est visible et satisfaisante, mais parce qu'il a décidé que c'est ce qu'il fait. Et cette décision, répétée chaque matin, dans l'absence de glamour et dans l'absence de public, c'est ça qui construit le marathonien. Pas la journée de la course, les mois d'entraînement ordinaire. C'est exactement ça le travail dont je parle. Et voilà ce que ce travail produit de très spécifique chez quelqu'un qui l'a fait honnêtement pendant une période suffisamment longue. Il produit une connaissance de soi qui ne vient pas des livres. Une connaissance incarnée, vécue, vérifiée dans l'expérience réelle de s'être choisi soi-même jour après jour, même quand personne d'autre ne le faisait. Et cette connaissance-là, elle change quelque chose de fondamental dans la façon dont tu entres dans tes relations futures. Tu arrives avec quelque chose que tu n'avais peut-être pas avant. La certitude vécue et non pas simplement affirmée de ce que tu vaux. Et cette certitude-là, elle n'est pas de l'arrogance, elle n'est pas de la suffisance. C'est quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus tranquille. C'est la stabilité de quelqu'un qui n'a plus besoin que les autres lui confirment ce qu'il sait déjà parce qu'il l'a vérifié dans sa propre expérience. Épictète enseignait quelque chose de très précis sur ce type de connaissance de soi. Il disait que l'homme qui a fait le véritable travail philosophique de se connaître lui-même est l'homme le plus difficile à tromper et le plus difficile à diminuer. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un qui connaît vraiment sa propre valeur qui vaut moins, tu peux le lui dire. Il va t'entendre et il va rester exactement tel qu'il était. Parce que ce qu'il sait ne vient pas de toi et ne peut pas être révisé par toi. Et c'est précisément ça, ce que tu construis pendant qu'ils découvrent leur erreur. Cette inattaquabilité tranquille, pas la forteresse de quelqu'un qui se protège de tout, pas la froideur de quelqu'un qui a décidé de ne plus laisser entrer personne, mais la solidité de quelqu'un qui s'apporte pleinement dans ses relations parce qu'il sait ce que lui-même vaut, qui maintient ses standards avec authenticité parce qu'il a vérifié par l'expérience que ces standards sont réels, qui s'éloigne de ce qui ne le rencontre pas sans l'angoisse qui rendait autrefois le fait de s'éloigner semblable à une perte. Laisse-moi te donner maintenant quelque chose de très pratique, une façon de penser à ce que ce travail ressemble concrètement dans ta vie quotidienne pendant cette période. Il y a 3 dimensions dans lesquelles ce travail se déploie et chacune est importante à sa façon. La première dimension, c'est la connaissance de soi. Et je ne parle pas de l'introspection abstraite. Je parle de la pratique très concrète de se poser honnêtement des questions précises. Qu'est-ce que j'apporte vraiment dans mes relations? Pas la liste de ce que je voudrais apporter, pas la liste de ce que je pense que les autres veulent que j'apporte, mais ce que j'apporte vraiment quand je suis au meilleur de moi-même. Cette question honnêtement posée et honnêtement répondue produit quelque chose de précieux, une cartographie claire de ta propre valeur construite de l'intérieur. La deuxième dimension, c'est la cohérence. Et la cohérence, ça veut dire vivre de façon suffisamment alignée avec tes valeurs pour que quelque chose d'authentique et de reconnaissable émerge dans le temps. Pas de façon parfaite, pas sans erreur ni contradiction, mais avec suffisamment de constance pour que la personne que tu es aujourd'hui ressemble à la personne que tu étais hier et à celle que tu seras demain. Et cette cohérence dans le temps, c'est ce qui produit le caractère. Et le caractère, c'est ce qui est irremplaçable. La troisième dimension, c'est l'investissement. Et là, je parle d'investissement au sens large. Pas seulement financier ou professionnel, mais investissement dans ce qui te construit vraiment, dans les compétences qui t'intéressent profondément, dans les relations qui te nourrissent vraiment, dans les projets qui expriment quelque chose de réel sur qui tu es. Chaque investissement de ce type dans cette période est une décision de déployer ton énergie vers quelque chose qui mérite ce déploiement. Plutôt que de la laisser se consommer dans la gestion d'une dynamique qui ne te valorisait pas. Et voilà maintenant ce que ces 3 dimensions ensemble produisent au bout d'une période de travail honnête. Elles produisent quelqu'un qui est véritablement différent de qui il était au début de cette expérience. Pas différent dans le sens d'avoir changé de personnalité, pas différent dans le sens d'être devenu quelqu'un d'autre, mais différent dans le sens d'être devenu plus complètement lui-même, plus ancré, plus clair, plus capable d'apporter ce qu'il a vraiment à offrir sans le diluer pour des dynamiques qui ne le méritent pas.
Et c'est là que se produit quelque chose de très précis par rapport à leur découverte de leur erreur. Quand ils finissent par comprendre ce qu'ils ont perdu, quand leur évaluation de remplaçable se révèle pour l'erreur qu'elle était toujours, ce qu'ils découvrent, c'est que la personne qu'ils ont sous-estimée n'est plus tout à fait la même. Pas parce qu'elle a changé pour les impressionner, mais parce qu'elle a fait le travail de devenir plus pleinement elle-même pendant qu'ils étaient occupés à chercher ailleurs. Et cette version-là de toi, cette version plus ancrée, plus claire, plus complète, elle est à la fois la confirmation que leur évaluation était fausse, et la démonstration vivante que la meilleure réponse à être sous-estimé n'est pas de prouver que l'évaluation était fausse. C'est de continuer à se construire tellement honnêtement et tellement profondément que cette preuve arrive d'elle-même sans effort, sans démonstration, juste comme la conséquence naturelle d'avoir choisi de se présenter pour soi-même, un jour après l'autre, pendant toute la période où personne d'autre ne le faisait. Et c'est précisément ça qui change tout. Pas le fait qu'ils aient eu tort, pas le fait qu'ils le reconnaissent, pas même le fait qu'ils reviennent, mais le fait que toi, pendant tout ce temps, tu avais raison sur quelque chose de beaucoup plus important que leur évaluation. Tu avais raison sur ta propre valeur et tu as choisi de vivre en accord avec cette certitude même quand personne d'autre ne la confirmait. Et l'accumulation de ces choix fait chaque jour, dans la réalité imparfaite et peu glorieuse, de simplement continuer à avancer. C'est ce qui a produit la personne qui se tient maintenant à la fin de cette expérience. Non pas l'homme ou la femme qui a été prouvé juste, mais l'homme ou la femme qui n'a jamais eu besoin de l'être,